Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Alexis qui vient nous présenter une Nissan GT-R R34 dans un magnifique bleu. Le Bayside Blue, donc la couleur un peu iconique on va dire. Très iconique avec le Midnight Purple, la couleur un peu violette là. Ouais, tu peux nous parler de l'année. Donc c'est une 99, donc c'est un modèle V-Spec. Deux, trois petites caractéristiques en plus, donc il y a le fond plat de la voiture qui est tout en carbone. Il y a les étriers de frein un peu plus gros, les suspensions un peu plus raffermies. Et on a le petit béquet en carbone. Et il y a deux, trois infos de plus dans l'ordinateur de bord de la voiture. Voilà. Donc écoute, elle est absolument magnifique. On voit que niveau aérodynamisme, c'est très travaillé. Elle a les jantes Nismo. Bah, d'ailleurs, il y a quelques petites modifications qui ont été apportées par rapport à l'origine. Exactement. Donc par rapport à l'origine, il y a les jantes qui ne sont pas, qui sont des jantes d'origine, donc Nismo quand même, mais qui ne sont pas les jantes d'origine de la V-Spec. Il y a le capot qui est le capot donc des versions Nismo aussi. Qui normalement le capot est plat, mais ça c'est un capot donc tout en carbone ajouré Nismo. Et on a un 4-bac HKS pour la sonorité, mais juste le 4-bac, sinon elle est toute d'origine. C'est vrai que malgré son âge, parce que la voiture a aujourd'hui pas loin de 25 ans, elle a super bien vieilli. On a cette signature lumineuse à l'arrière avec les contours de phare qui sont illuminés par des petits points. Voilà, qui est spécifique. C'est vraiment c'est la marque de fabrique des GT-R. Puis la R32 jusqu'à la R35, les toutes dernières. C'est vraiment les phares ronds à l'arrière. C'est la voilà. Ouais, et puis il y a quelque chose qui est drôle, Alexis, c'est que tu vois, la R34, on l'appelait souvent Skyline. D'ailleurs, on a un rappel avec un embossage sur plus ou moins la malle arrière. Et c'est vrai que sur la R35, donc la génération qui a suivi, on l'appelait plus. Elle s'appelle plus Skyline. Ils ont retiré c'était GT-R tout simple. Mais de toute façon, pour les vrais puristes et les passionnés de voitures japonaises et de GT-R, la dernière, la R35, n'est pas une Skyline parce qu'en fait, ça a toujours été des 6 cylindres en ligne. Et sur la dernière, ils étaient passés sur un 6 cylindres mais en V, c'est un V6. Même si pour en avoir possédé une, moi je suis un grand fan aussi de la R35. Bon, il y a quand même de vraies similarités. On voit la lignée quoi. C'est vrai qu'on l'appelle souvent Godzilla. La R32, R33, R34, elles ont le surnom de Godzilla depuis la R32 parce que à l'époque, quand elle était sortie, la première année, elle avait raflé, elle avait tout gagné, elle avait battu toutes les autres voitures, toute la concurrence, elle avait gagné toutes les courses en finissant première. Donc il l'avait surnommé un peu Godzilla parce que c'était un peu un monstre quoi. Voilà, quand elle était. Donc la légende de ce nom-là vient vient de ça quoi. Et tout à l'heure on disait que les R35 on les appelait plus les Skyline, mais par contre on les appelle encore Godzilla. Godzilla, voilà, ce nom-là par contre a perduré effectivement dans le temps sur les GT-R. Au niveau de l'aileron arrière qui est sur la malle arrière, on voit qu'il y a un recouvrement carbone. Alors ça c'est parce que c'est la version V-Spec. Tu peux régler l'aileron et les étriers de frein qui sont un peu plus gros en 4 pistons à l'avant, Brembo d'origine. Ouais, donc avec des disques ventilés d'un peu plus de 300 mm, ouais. Et puis à l'arrière, on a du 2 pistons quand même. C'est ça. Avec des jantes qui sont en quoi, 19, 20 peut-être 18, j'ai envie de dire. C'est du 18. C'est du 18. Et pour parler un petit peu de la marque, là, les Nissan Skyline sont arrivés dans les années 1950, il y a environ 10 générations, mais il y a des GTT, il y a des GT-R, tu peux nous en parler? Alors c'est ça, alors les véritables GT-R comme celle-là, il y en a très peu. Il y en a eu un peu moins de 12 000 de produites. Il y a beaucoup de GTT. Alors la version GTT, ça n'a rien à voir. La GTT, c'est une propulsion, quand la R34, la GT-R est une 4 motrices. C'est un 2,5 litres, celle-là c'est le RB26, le 2,6 litres. Les GTT, ce sont des single turbo, là c'est des biturbo. Bah écoute, on peut peut-être enchaîner sur la partie moteur et puis lever ce très léger capot carbone. Oui, qui fait, il fait même pas 6 kg. Quand on l'ouvre, ça s'entend. Ah ouais, tu l'entends. Ouais. Tac. Et donc, tu nous évoquais le 600 lignes RB26. Voilà, qui est un moteur mythique que tous les passionnés d'automobile et de voitures en général connaissent un peu ou au moins entendu parler. Un peu comme le moteur de la Supra qui est un peu sa concurrente, on va dire, des mêmes années. Il est donné pour 280 chevaux d'origine. Entre guillemets. Puisque c'était les législations de l'époque, donc toutes les voitures japonaises de l'époque, de toutes marques, que ce soit les Subaru, les Supra, chez Toyota, les Mazda RX-7, tout ça, étaient toutes bridées à 280 chevaux pour la législation par rapport, parce qu'il y avait énormément d'accidents à l'époque, donc c'était pour la sécurité routière donc pour les forces de l'ordre. Mais en réalité, on sait très bien qu'elles en sortent plus. En réalité, elles sortent toutes entre 310 et 320 chevaux d'origine. En niveau moteur, celle-là, elle a juste une admission qui n'est pas d'origine. Là, bon, je n'ai jamais mesuré au banc, mais elle doit sortir à peu près dans les 340 chevaux de ce que la personne qui me l'a vendue me disait. De toute façon, cette voiture-là, quand elle est sortie, bon, déjà, elle était très peu connue en Europe parce qu'elle n'est jamais sortie en Europe. C'est une voiture qui est sortie que pour le marché japonais. Pas beaucoup de connaissances, en fait, pour nous, les Européens, sur ce genre de voiture. Mais c'est une voiture qui est révolutionnaire. Elle avait
vraiment le système 4 roues motrices qui est dessus. Enfin, à l'époque, c'était un système révolutionnaire quand il est sorti. C'est une 4 roues motrices. C'est 4 roues motrices, voilà. typé propulsion. Typé propulsion, mais avec un ordinateur de bord qui calcule tout. Dès qu'il y a une légère perte d'adhérence, en fait, elle repasse la voiture en 4 roues motrices. Ouais, ouais. Donc c'est assez, c'était assez révolutionnaire pour l'époque tout ça. Avec 2-3 petits rajouts de pièces, les gens arrivent à en sortir dans les 500 chevaux fiables, sans rien faire. Et bon, c'est des voitures comme la Supra de la même époque, grosso modo, qui permettent des puissances, voilà, de largement passer les 1000 chevaux sur celui qui veut se lancer dans des préparations, un peu comme notre ami Aurel. Oui. Petite dédicace à lui. Bon, alors moi, c'est pas du tout mon souhait. Moi, mon souhait, c'est de la garder d'origine et de la laisser le plus d'origine possible. Ouais. Donc moi, elle est d'origine, voilà. Mais tu peux, celui qui veut vraiment la préparer, c'est des voitures qui se préparent énormément. Et puis en parlant d'origine, bon, il y a une petite modification au niveau de la culasse, exact. qui normalement est en rouge. Alors voilà, oui, c'est ça. Normalement, les moteurs sont en rouge, la culasse du moteur est en rouge et l'ancien propriétaire l'avait fait repeindre en bleu de la couleur de la carrosserie. Et puis on retrouve l'inscription Twin Turbo parce que c'est du biturbo. C'est du biturbo. Il y a 400, elle est donnée pour 390 Nm d'origine. Ouais, bon, t'as peut-être un petit peu plus de couple avec ton voilà, émission, dans les 400. mais on est autour de 400 Newton de couple, exactement. Après, tu nous disais que ça avançait bien, malgré le poids, parce que c'est quand même un petit peu lourd, ça fait plus d'une tonne 5. Oui, c'est ça, un petit peu plus d'une tonne 5. Au niveau du ressenti, ça se... Ouais, ça se ressent pas trop? Non. Ok, bon, ça c'est bien. C'est vrai qu'il est vraiment très léger, ouais. Bon, j'allais rentrer à gauche, ça c'est l'habitude, pardon. C'est à droite parce qu'elles ont été produites qu'en RHD, forcément. Alors voilà, que pour le marché japonais, donc elles sont forcément volant à droite. Hein. Ouais. Et puis, bah, à l'intérieur, on est accueilli par des sièges baquets. Hein. Voilà, des beaux sièges baquets en tissu, donc. Qui sont pas très hauts. Non, Quand tu les regardes comme ça, regarde. Alors ils sont pas très hauts parce qu'ils sont faits pour le marché japonais. Et le marché japonais, les gens sont plus petits que nous, Européens. Ouais. Donc les sièges sont assez, voilà. Première remarque, t'es très bas. Très bas, la voiture, de toute façon la voiture est très basse. Hein. Tu touches partout parce que là-bas c'est pareil, il n'y a pas de dodane. Donc c'est vrai. Ils ont pas de dodane là-bas ? Non, il n'y a pas de dodane là-bas. Ouais, et tu vois, regarde, au niveau de la hauteur de mes épaules, ça arrive quasiment au haut du siège. Ouais. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est qu'il y a des compteurs Nismo qui ont été installés à fond blanc. On parle beaucoup de Nismo, juste petit aparté rapide. Des Nismo, ils en ont fait quelques-unes. Enfin, il n'y a même pas de prix, je sais même, personne ne sait vraiment s'il en reste. Elle faisait 500 chevaux d'origine, enfin ça, voilà, c'est vraiment... capot. Avec le capot, avec ces jantes-là, voilà. C'est le volant d'origine. Ouais, il y a une petite différence de ton parce que j'ai réussi à retrouver la partie centrale en neuve, la partie extérieure pas encore. Avec une boîte manuelle, donc 6 rapports. Exactement. Le charme enfin, des GTR, c'est que... La vraie clé déjà. Ça va allumer. Tu as toutes les informations de pression de turbo, de température. Après, au niveau de l'intérieur, c'est classique, hein. C'est de l'intérieur, on le sait, et puis c'est d'époque, hein, j'ai envie de dire. C'est d'époque, c'est du Nissan d'époque. Ah oui, on n'est pas sur une qualité non plus. Mais ça vieillit bien, et puis bon. Et puis je sais pas, alors ça, j'en ai aucune idée du prix que ça coûtait à l'origine. Il faut se remettre dans l'esprit que c'est une voiture de chez Nissan il y a 25 ans. Enfin, ça valait pas du tout les prix que ça vaut maintenant. Bien sûr, parce que en termes de code, ça. En termes de code, ça. Un peu dans tous les sens. Totalement, ouais, c'est ça. C'est des voitures qu'on trouvait encore à 45-50 000 euros il y a 10 ans et ça vaut entre 180 et 200 000 maintenant. C'est ce qu'on disait en off, ça c'est un petit peu à cause du marché américain qui a été ouvert à ces voitures-là depuis cette année pour les premières. Donc au bout de 25 ans, ils ont le droit d'avoir... Ils n'y avaient pas le droit en fait. Ils ont le droit de les faire. Voilà, il y a une ouverture au marché et donc depuis, ils rachètent tout. Et il y a une énorme demande, donc ça fait grimper énormément la cote de ces voitures. Et après, sans parler de Fast and Furious, Gran Turismo... Voilà, c'est ça qui fait aussi que ces voitures-là ont fortement appuyé, comme toutes les Supra. Toutes les japonaises de ces époques-là qui ont pris énormément de cote. Quoi. En tout cas, en termes d'histoire et de capital sympathie et d'admiration, ça les vaut. Ah oui. Tu nous rappelles niveau ligne ce qu'on retrouve? Alors il y a juste un petit 4-bac HKS pour un petit bruit sympa, mais là je vais racheter une demi-ligne histoire que ça fasse un petit peu plus de bruit encore. Je trouve que c'est un bruit qui est relativement sourd. Déjà c'est beau. C'est un bruit, ouais, c'est assez. Ça fait pas énormément de bruit à l'arrêt,
Mais c'est bon, déjà, c'est le bruit un peu typique du 6 cylindres en ligne. Mais sur la route, ça fait pas mal de bruit. Avec l'admission, c'est assez sympa. Ouais, je m'en doute. Non, mais c'est un bruit qui est aussi un peu spécifique. Tu reconnais le bruit de la Skyline GTR R34. Ah oui. Hein. On va faire un tour? Allons-y. Donc ça fait combien de temps que tu l'as aujourd'hui là, Alexis? Eh ben, ça va faire presque 2 ans à la fin de l'année. C'est une voiture que tu as toujours voulu avoir? C'est une voiture, oui, c'est une de mes voitures de rêve. Quand on est petit, tu sais, on parle des 3-4 voitures, elle faisait partie de ces voitures-là. Voilà. Je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais l'avoir, j'espère. Et ben je l'ai. Et qu'est-ce qui t'a donné le plus envie d'avoir cette voiture d'ailleurs? Bah moi déjà j'aime beaucoup les voitures japonaises et c'est vrai que pour moi c'est la voiture mythique japonaise. J'adore la gueule, si on peut dire, qu'elle a. J'aime toute l'histoire qu'il y a autour des GTR. J'avais donc, comme on a dit tout à l'heure, une R35 aussi. Je suis vraiment un grand fan des GTR et j'adore cette voiture. Ouais. Niveau confort? Non, c'est pas vraiment confortable. Après, dans les sièges, je trouve qu'on est bien maintenu, par contre. Ouais. Mais ils sont petits, donc non, c'est vrai que c'est assez raide quand même. Hein. C'est une voiture qui est un peu ferme, on va dire. Mais bon, au moins ça tient très bien la route. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est très agile. Pour le poids qu'a fait, c'est quand même vachement agile comme voiture. Au niveau du ressenti de conduite, c'est vraiment une super voiture. De toute façon, c'est une 4 roues motrices. Hein, c'est ça. Tous, hein. Ça accroche le pavé comme jamais, les 4RM. Même si elle est typée propulsion, comme on le disait, j'imagine que quand tu as l'avant qui commence à accrocher, tu le sens tout de suite. Ah oui. La sensation de conduite est vraiment particulière. C'est vraiment, tu te sens que c'est vraiment vissé à la route, ça marche très très bien. C'est une super voiture. Tu as l'impression que tu as plus de chevaux que ce qui est donné. Voilà. Le ressenti... si tu pars sur 280, oui. Déjà, ça c'est sûr. Mais le ressenti de conduite dedans est très sympa. Puis c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu brut. Moi, c'est ce que je recherche. J'aime bien. J'ai plus de mal avec les voitures actuelles qui sont un peu aseptisées, tout ça. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vrai que la chance qu'on a aujourd'hui avec ces anciennes voitures, c'est qu'elles reproduisent vraiment de bonnes sensations, alors qu'aujourd'hui, si tu prends une voiture avec un système d'hybridation à 280 chevaux, bon, il se passe pas grand-chose. Ah non, ça c'est sûr. Niveau freinage, ton retour? Le freinage est bon. Alors pas pour avoir fait une petite session circuit l'année dernière au Japan Car Festival à Montlhéry. Le freinage il chauffe vite parce que dû aussi sûrement au poids de la voiture, tout ça, mais sinon le freinage a un bon mordant. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont des R34, il y en a beaucoup qui mettent des freins de R35 justement dessus. Parce que c'est des gros morceaux les freins. C'est ça. Alors apparemment ça se monte en lieu et place, il n'y a pas de modification à faire. Puis j'avais vu que par rapport à la R33, apparemment ils ont diminué les dimensions de la R34. Ouais. La R33 c'est un peu la mal aimée dans la lignée, on va dire. Moi, c'est celle aussi que j'aime le moins en termes de visuel, on va dire. Ouais, alors tout est inversé, hein, bien sûr, sur les voitures dans le clignotant. Le clignotant aussi. Essaye d'ouvrir ta fenêtre, tu vas voir. Ça va ouvrir. Attends. Voilà. Faut pas appuyer, faut lever, quoi. Bon, faut le savoir. Bon, bien sûr, les pédales, hein, tout est au même endroit. Et la boîte de vitesse, c'est pareil. La première est toujours au même endroit. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était vraiment la boîte de vitesse. Comme je suis pas gaucher, je m'étais dit, voilà, ça va être compliqué. Et en fait, elle est tellement bien guidée que tu rates rarement la vitesse. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. T'as senti qu'il y avait quand même un petit temps d'adaptation? Il y a un petit temps d'adaptation par rapport au gabarit sur la route. C'est vraiment ça, parce qu'en fait, comme tu es collé à droite toujours le long des murs ou des fossés dans des champs, donc en fait, tu as toujours tendance à rouler au milieu des routes. Et donc sur les petites routes de campagne, c'est un peu le problème. Ouais. Donc faut toujours avoir un œil sur son rétroviseur gauche pour regarder par rapport au marquage au sol. Tu vas le voir tout de suite, si tu roules au milieu de la route, tu vas rouler sur les marquages au sol ou pas. Et puis toi qui as eu quand même pas mal de sportives, quelques voitures d'exception, pour parler du capital sympathie sur cette R34. Moi, de toutes les voitures que j'ai eues, alors la R35, c'est une voiture qui a un gros capital sympathie. Pour une voiture récente. Pour une voiture récente, voilà. À part les Mustang que j'ai eu aussi, j'en ai eu deux, une classique on va dire et la version Bullitt, qui sont des voitures aussi avec laquelle, comme tu le dis toi dans tes vidéos, et moi je l'ai remarqué, tu as énormément de sympathie, la Mustang. Oui. Celle-là, c'est vraiment, il y a tout, il y a la couleur, il y a tout qui rentre. C'est un step au-dessus encore ? Ouais, c'est un step au-dessus. C'est la voiture de Paul Walker, c'est la voiture de Fast and Furious, quoi. C'est clair. Le moteur, il est plein partout, du biturbo, tu vois, tu rappuies, ça repart tout de suite. Ouais. Le bruit de l'admission, c'est vrai que c'est vachement sympa. Et puis pour un biturbo, ça prend quand même 8000 tours. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'est beaucoup, parce que c'est ce que la personne qui m'entretient la voiture, Didier, je fais une petite dédicace, me dit c'est un moteur qui est très pointu en fait. T'as une petite cylindrée, parce que petite, c'est un 2,6 litres, c'est un 2,6 litres en 6 cylindres en ligne. C'est pas un gros moteur non plus. Et c'est un moteur par contre qui est très pointu, quoi. Ouais. Si tu fais une reprise, tu seras en 4. Là je suis en 4, je repars en 4. Et tu vois, t'as l'allonge d'un Atmo. Ouais. Et regarde, je suis qu'à 7000 tours.
Mais attends, mais ça marche très bien. t'as pas les sensations d'avoir 300 euros? Alors pas du tout, c'est ça qui est incroyable. Et alors il y a aussi, c'est ce qu'on met, on remet dans le contexte, voilà, c'est une voiture qui a 25 ans, donc il y a peut-être ça aussi qui fait que ça marche bien. Mais c'est vraiment, enfin ça marche vraiment bien. Attends, ça procure de la sensation là quand même. Attends, je roule en Shelby, je veux dire, j'ai 500 chevaux dans les mains. C'est très sympa quoi, c'est très sympa comme voiture. Si tu remets le 3. Ça marche hein. Non, ça marche bien, hein. Puis tu sens que c'est plein partout, tu vois. Ouais. Ça relance. Et t'as la sensation que c'est un atmo le machin. Voilà, en fait, oui, c'est ça. C'était un peu le mix entre le. C'est très difficile à. Voilà, t'as l'impression que t'as une voiture atmosphérique avec le turbo en même temps. Alors c'est assez spécial. C'est difficile à dire. Et je rejoins ce que tu disais. On sent que c'est plein. Ah, c'est plein partout. Ça, c'est vraiment sympa. Non, c'est une super voiture. C'est pour ça que je te dis que je n'ai pas spécialement envie de partir sur une préparation machin. Non. Pour plusieurs raisons. Et voilà, c'est une voiture qui déjà t'en donne largement pour tous les jours et pour te faire plaisir, quoi. Je reviens sur le caractère brutal de l'accélération. Mamie se défend bien. Ouais, elle se défend bien, elle marche encore très bien. Tous les gens qui montent avec moi, les amis, tout ça, à qui je fais faire des tours, personne s'attend à ça, quoi. Ouais. J'insistais sur le caractère violent et à mon avis en 2 ça doit l'être, hein, encore plus. C'est pas mal. Ouais, non, ça marche. Clairement. Et tu sens quand même la sensation on-off, hein, malgré le bitume. Oui, tu le sens quand même. Alors, en dessous de 3000 tours, il n'y a pas grand chose en vrai. Les turbos, ils sont, je sais pas vraiment, alors ça, je ne saurais pas dire comment ils sont étagés, mais tu as vraiment un premier pic à 4000 et un deuxième à 5500, 6000, on va dire. Je vais te poser une question qui va être difficile pour toi. R34 ou R35, ayant possédé les deux? C'est deux choses totalement différentes. La R35, c'est au niveau rapport qualité-prix, c'est la meilleure voiture, enfin, c'est une des meilleures voitures du marché. Je trouve. Au potentiel préparation que tu peux avoir dessus, enfin voilà, c'est une voiture, c'est un avion, la R35, ça, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait débat le design, mais c'est une super voiture. Pour le prix que ça coûte, tu fais une préparation dessus ou même d'origine, ça marche très très fort. Après ça n'a rien à voir, ça t'as un peu l'aspect collector, c'est totalement différent, tu achètes presque 3 R35 pour le prix de celle-là, donc bon, c'est voilà, en vrai, il y a peut-être 90% des gens qui vont dire bah j'achète 3 R35 au prix de celle-là. Ouais, mais qui aurait spéculé ça quand c'est sorti? Personne. Regardez un documentaire l'autre fois sur les voitures et il parlait un peu des voitures japonaises et il disait qu'au niveau de la montée en cote, c'était les voitures qui avaient pris le plus de cote par rapport au prix de base durant les 10 dernières années. Alors c'est sûr que bon, tu prends des modèles de Ferrari en édition limitée machin, ça a augmenté énormément en cote, mais les japonaises, c'était cher quand c'est sorti. Voilà, ça valait déjà 400 000, ça vaut 600. Enfin, voilà, c'est des voitures qui maintenant ont pris une cote 180-200 suivant les versions et les kilométrages. C'est multiplié par... C'est incroyable, quoi. Bon, écoute, Alexis, je pense qu'on a quand même bien épilogué, on a bien traité le sujet. Moi, je vais te donner mon avis sur cette R34 que j'admire depuis que je suis petit, clairement, donc par le film Fast and Furious. Voilà, comme beaucoup de monde de notre génération. Hein, voilà, la R34, c'était la voiture qui battait tout le monde quand on l'a sélectionnée dans les courses. Mais moi, j'ai toujours aimé cette voiture. La couleur bleue est pour moi la plus belle et celle qui lui va le mieux. Ouais. Et encore mieux, je trouve, que le purple que tu avais mentionné. Bon, après ça c'est une question de goût, hein. Je dois reconnaître que je suis très surpris par les performances de la voiture et puis j'aime énormément le fait que ça vieillisse pas en fait. On est admiratif de cette voiture, quoi. T'as une Lamborghini Huracan et ça, je suis désolé mais je vais voir celle-là. Comme beaucoup de monde, parce que voilà, c'est l'effet un peu mythe de cette voiture, quoi. C'est le mythe japonais. On va te remercier de nous l'avoir fait découvrir parce que bon, avec grand plaisir. C'est une chance. Avec grand plaisir. J'en suis totalement conscient. Et puis, écoute, prends-en soin, bichonne-la. Oui, moi je vais la garder. Il n'y a pas de souci. Hein, fais tes petits projets dessus. Ça c'est sûr. Et puis non, elle va rester avec la petite RS 500 dans le garage. Oui. Voilà. Deux voitures d'exception. Exactement. Et profite bien. On espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. On se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Ciao. Ciao.